Mi Quen Chang, que ses proches appellent aussi Deborah, est une femme de 67 ans vivant à Londres. En 2021, sa santé mentale déclinait énormément à cause de sa schizophrénie, mais aussi à cause des problèmes d'argent de sa meilleure amie qui l'inquiétait de plus en plus. Mais bizarrement, un jour, elle va tout simplement disparaître avant que quelques jours plus tard, des vacanciers retrouvent son corps à 300 km de chez elle. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Deborah Chang, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire assez récente qui s'est passée en Angleterre, qui est extrêmement triste, mais qui est aussi très mystérieuse. Vous allez voir, c'est une histoire résolue, mais malgré tout, elle pose quand même énormément de questions. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à ceux qui sont abonnés et merci à tous ceux qui le feront. Ça m'aide, ça me soutient énormément, ça me rend vraiment très heureuse. Et donc voilà, merci beaucoup. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Mi Quen Chang, qui était en général appelée Deborah par ses amis et voisins, était une femme de 67 ans, vivant seule dans une très grande maison de 700 000 livres sterling en Angleterre, dans la ville de Wembley, au nord-ouest de Londres. Deborah était une très grande chrétienne qui allait très souvent à l'église et qui était connue pour avoir un très grand cœur. Malheureusement, à cause de toute son empathie, de ses préoccupations, elle faisait énormément d'anxiété. La crise écologique la stressait énormément, ainsi que la politique en Angleterre. Elle a d'ailleurs été décrite comme une femme avec une opinion politique très forte et qui voulait toujours aider les personnes démunies. Pour vous dire, elle avait même songé à laisser sa maison à des sans-abri et à habiter dans un endroit plus modeste, ce qui, je trouve, décrit très bien son grand cœur et son empathie débordante. Il faut savoir par contre que Deborah vivait donc dans sa maison, mais qu'une partie était en location et une de ses anciennes locataires va parler d'elle. Elle s'appelle Lorena Alvarenga et elle va qualifier Deborah comme une personne assez excentrique qui parlait souvent de politique, et elle dira que lorsqu'elle n'était pas en accord avec les idées de Deborah, elle l'avait déjà vu s'énerver si fort qu'elle a même un jour eu peur d'être frappée. En fait, les deux avaient des convictions politiques très différentes et Deborah, eh bien, comme elle avait une opinion très forte, c'est vrai que parfois elle s'emportait quand même beaucoup. D'ailleurs, cet ex-locataire, donc Lorena, a même quitté la location en novembre 2020 parce qu'elle n'en pouvait plus de toute cette différence d'opinion avec Deborah. Donc aussi, on peut imaginer que Deborah, c'était une femme qui savait s'affirmer, qui avait son caractère. Mais voilà, elle n'était pas méchante, simplement, souvent elle s'emportait. Par contre, il faut savoir que malheureusement, Deborah souffrait d'une schizophrénie très sévère. Selon son médecin, Deborah était persuadée qu'elle arrivait à communiquer avec Charles, à l'époque le prince de Galles, via YouTube, et elle pensait alors avoir une relation privilégiée avec lui. Elle lui avait d'ailleurs écrit une lettre ainsi qu'au premier ministre de l'époque, et c'était suite à ça qu'elle avait été contrainte de recevoir de l'aide médicale. Malheureusement, je ne sais pas ce qui a été écrit dans cette lettre, mais j'imagine qu'elle était suffisamment intense pour que ça alerte les autorités. En 2021, Deborah était alors en pleine recherche de traitement pour l'aider à vivre avec sa schizophrénie, mais elle ne prenait toujours aucun médicament. Pourtant, sa santé mentale était en plein déclin et plus le temps passait, plus elle se sentait réellement devenir folle. Heureusement, Deborah avait une meilleure amie qui l'aidait énormément parce qu'elle pouvait se confier à elle, elle l'écoutait, et cette meilleure amie, elle s'appelait Gemma Mitchell et avait 38 ans. Deborah l'avait rencontrée à l'église au mois d'août 2020 et les deux avaient rapidement lié une grande amitié malgré leur écart d'âge. Elles étaient d'ailleurs deux ferventes chrétiennes et c'est vrai que leur foi les liait énormément. Pour vous parler un peu plus de Gemma,
Elle était anglaise mais avait grandi en Australie avec sa maman qui travaillait pour le ministère britannique des Affaires étrangères. À l'âge adulte, Gemma avait alors créé une entreprise d'ostéopathie et elle avait en même temps créé un site internet et dessus on pouvait lire qu'elle était ostéopathe de formation, mais elle se vantait également de ses compétences primées en matière de dissection humaine. Donc voilà, en Australie, elle était ostéopathe, tout se passait bien, mais voilà, en 2015, Gemma a pris la décision de retourner vivre au Royaume-Uni. Une fois en Angleterre, elle a alors habité avec sa maman dans une maison à Willesden, au nord-ouest de Londres. Par contre, elle vivait dans des conditions extrêmement précaires. Sa maison n'avait pas de toit et elle était couverte d'échafaudage. Et clairement, à l'intérieur, tout était sale, tout était comme en rénovation mais inachevé. Donc clairement, elle vivait dans une situation très compliquée. Évidemment, Deborah, sa meilleure amie, était très touchée par sa précarité et lui avait alors proposé de lui offrir 200 000 livres sterling pour ses rénovations, ce que Gemma avait évidemment accepté. Gemma en avait alors parlé à sa mère, elles étaient très heureuses, elles s'apprêtaient à terminer leur rénovation inachevée depuis très longtemps, mais là, Deborah a décidé de se rétracter. En fait, on va apprendre que la propriété de Gemma et sa mère valait 4 millions de livres sterling. En apprenant ça, évidemment, Deborah va se dire que ça ne valait pas le coup de la réparer et que le mieux était donc que Gemma vende la propriété, qu'elle se fasse 4 millions de livres sterling pour qu'elle puisse acheter une jolie maison en bon état où elle pourrait vivre dans des conditions beaucoup moins précaires. De plus, avec le reste de l'argent de la maison, elle aurait pu se permettre d'avoir un très bon niveau de vie, donc ça paraissait être la meilleure solution. Mais bon, Gemma n'était pas du tout de cet avis et elle avait été très fâchée de voir que son amie avait finalement changé d'avis. La propriété était en fait dans sa famille depuis des générations et donc elle ne voulait tout simplement pas la vendre. Là, Gemma était dans une très grande colère et quand elle voyait Deborah dépenser de l'argent, dans sa tête, elle se disait que cet argent qu'elle dépensait, c'était le sien, qu'elle dépensait ces 200 000 livres qui lui étaient destinés. Deborah, de son côté, ne comprenait pas du tout la colère de Gemma et elle était même extrêmement angoissée par tous les problèmes liés à Gemma et sa situation financière. On va d'ailleurs retrouver des messages que Deborah avait envoyés à Gemma, messages qui parlaient justement de la propriété et elle disait « Vends-le et profite de l'argent, la vie est trop courte, profite de l'instant ». Dans un second, elle lui disait aussi « Plus de construction coûtera plus d'argent que vous n'avez pas ». En soi, je trouve clairement que Deborah avait raison, que ses paroles étaient vraiment sages, mais comme je vous l'ai dit, ce n'était pas l'avis de Gemma qui ne pouvait pas comprendre pourquoi Deborah refusait à présent de lui prêter 200 000 livres sterling. Les tensions entre les deux femmes se sont alors poursuivies et le 8 juin 2021, Deborah a envoyé de nouveaux messages à Gemma, dont un où elle lui disait « Jusqu'à ce que tu vendes la maison, je ne veux plus que tu viennes chez moi. Je suis stressée jusqu'à la moelle. » Mais malheureusement, peu de temps après ce message, Deborah va totalement disparaître. Ce sont en fait ses amis de l'église, ses voisins et surtout son locataire qui vont s'inquiéter de ne plus la voir. Finalement, ils ont décidé d'appeler la police et il sera alors convenu que la dernière fois que Deborah avait été aperçue était le 10 juin 2021, soit la veille de l'appel à la police pour signaler sa disparition. Clairement, la police a été avertie assez rapidement dans ce cas-ci, mais malgré tout, ça n'a rien donné, ils n'ont pas réussi à retrouver sa trace. Par contre, il faut savoir que bizarrement, pendant la période où Deborah était portée disparue, son locataire, David Klein, va recevoir un message WhatsApp de sa part. Dans ce message, il était écrit qu'elle était partie passer du temps avec sa famille pendant 1 an dans le but de se vider la tête, dans le but de se reposer et qu'il ne fallait donc pas s'inquiéter. Clairement, le message était très étrange et David, le locataire, va s'inquiéter d'autant plus parce qu'il savait également à quel point la schizophrénie de Deborah devenait difficile à gérer et il était malgré tout inquiet pour sa sécurité. D'ailleurs, il faut savoir que 2 jours avant que Deborah disparaisse, David avait demandé à ce qu'un soignant vienne à son domicile pour s'occuper d'elle parce qu'il voyait bien qu'elle déclinait énormément. Clairement, David avait une bonne entente avec elle, il la voyait assez régulièrement, ils passaient du temps ensemble et il s'inquiétait vraiment pour elle, donc il savait que sa disparition n'avait rien de normal et que sans doute elle n'était pas en sécurité.
Gemma, de son côté, dans le cadre de l'enquête pour la disparition de Deborah, va être interrogée par la police parce qu'elle était l'une de ses amies les plus proches. Elle va alors essayer de rassurer les enquêteurs en disant que personne ne devait s'inquiéter, que Deborah était adulte, qu'elle avait besoin de faire une pause et qu'elle était partie rejoindre sa famille et ses amis quelque part près de l'océan. Gemma va en fait expliquer qu'elle était la seule à qui Deborah s'était confiée et que Deborah lui avait effectivement parlé de ce projet d'aller rejoindre sa famille pendant 1 an, que c'était normal et qu'elle avait simplement coupé court avec sa vie à Londres. Après ça, pendant 16 jours, plus personne n'aura de nouvelles de Deborah. Mais le 27 juin 2021, des vacanciers vont faire une découverte macabre dans la ville de Salcombe, une petite ville côtière située à 320 km de Wembley, donc là où Deborah habitait. Dans les bois, sur un sentier public, près de la rue Bennett, des vacanciers vont alors tomber sur un corps décapité, gisant en bas de quelques marches. Extrêmement choqués, ils vont alors appeler la police qui se rendra très rapidement sur les lieux. La zone sera bouclée et les recherches vont alors commencer pour essayer de comprendre qui était cette personne et ce qui s'était réellement passé. Dans un premier temps, grâce à l'ADN, la dépouille sera identifiée comme appartenant à Deborah. Quelques jours plus tard, le 1er juillet, sa tête sera découverte environ 10 mètres plus bas dans un petit sous-bois. Le corps maintenant entier sera évidemment analysé par un médecin légiste qui notera que Deborah avait été assassinée il y a au moins 2 semaines de ça parce que son corps était dans un grand état de décomposition. De plus, il notera qu'elle avait été frappée à la tête avant de décéder et que c'est après ça qu'elle avait été décapitée. Les policiers vont de leur côté noter que l'endroit où le corps avait été retrouvé n'était sans doute pas l'endroit où Deborah avait été assassinée. Sur place, il n'y avait aucune trace de lutte, aucune trace de sang, donc c'était sûr que lorsqu'elle y avait été amenée, elle avait déjà été assassinée. Par contre, ils noteront aussi qu'elle semblait avoir été amenée à cet endroit très récemment parce que le chemin était très touristique et si le corps s'y était trouvé depuis le jour de sa disparition, c'était sûr qu'elle aurait été retrouvée bien avant ça. Donc avec tous ces éléments, ici on était sûr et certain que Deborah avait été victime d'un acte criminel atroce. La première suspecte va très vite devenir Gemma. En fait, c'était la seule à avoir dit aux enquêteurs qu'elle savait que Deborah était partie sur une ville côtière avec sa famille. Donc clairement, le fait que quand elle a dit tout ça, elle était déjà décédée paraissait très étrange. Elle disait en plus avoir reçu des messages de Deborah, ce qui rassurait tout le monde, alors qu'en fait c'était impossible. Donc, pour les enquêteurs, c'était normal qu'elle devienne la suspecte principale dans cette affaire. Les enquêteurs ont alors décidé de se tourner vers les caméras de vidéosurveillance en espérant qu'ils trouveraient un peu plus de réponses sur les derniers mouvements de Deborah, mais aussi sur les mouvements de Gemma le jour où Deborah a disparu. Et là, encore une fois, grâce aux images de vidéosurveillance, les enquêteurs vont comprendre une bonne partie de ce qui s'était réellement passé. Le 9 juin 2021, 2 jours avant la disparition de Deborah, des images vont la voir en train de marcher pour faire de l'exercice sur la rue Chaplin, qui était la rue où elle vivait. Sur ces images, on pouvait également voir qu'elle marchait en compagnie de David Klein, donc son locataire. Il faut savoir que ces images sont par contre les dernières images où on peut voir Deborah en vie. Les enquêteurs vont alors se pencher sur les images de vidéosurveillance du 10 juin, donc jour où Deborah a disparu. Le 10 juin 2021, la police ne trouvera aucune image de Deborah et le 11 juin 2021, les enquêteurs vont par contre trouver des images de Gemma qui vont être, elles, très troublantes. Le 11 juin, à 6h30 du matin, Gemma a été filmée en train de sortir de sa maison dans la ville de Willesden. Sur ces images, on la voyait alors sortir de chez elle et traîner une grosse valise bleue. La police a su retrouver toutes les images montrant sa longue marche de 1h30 jusqu'à arriver à 8h01 du matin à la maison de Deborah qui se situait donc sur Chaplin Road à Wembley. Arrivée devant chez Deborah, Gemma est alors entrée dans la maison et y est restée pendant 5 longues heures. D'ailleurs, pendant ces 5 longues heures, on ne sait pas ce qui s'est passé, on n'a pas d'image, donc malheureusement, ça reste inconnu. Par contre, c'est à 13h13 que les caméras de surveillance la filmeront en train de ressortir
toujours en train de traîner sa valise bleue. Selon les enquêteurs, dans la valise, il se pourrait qu'il y ait le corps sans vie de Deborah parce que les experts ont pu déterminer que Gemma semblait à présent traîner une charge bien plus lourde. Mais ça, ce ne sont que des suppositions. Tout ce qu'on sait, c'est que Gemma est arrivée chez Deborah avec une grosse valise vide et qu'elle en est ressortie 5 heures plus tard avec la valise qui semblait être remplie et très lourde et qu'après ça, eh bien, Deborah a disparu. Par la suite, les caméras de surveillance vont filmer Gemma en train de traîner la valise un peu partout dans la ville pendant 2 longues heures. Pendant ce temps-là, on sait, grâce à la fouille de son téléphone, qu'elle a appelé à 9 reprises plusieurs compagnies différentes de taxi. Et puis finalement, à 16h30, un chauffeur de taxi est finalement venu la chercher et la ramener jusqu'à son domicile. Et tout ça, c'était un trajet de 40 minutes. Après ça, elle est simplement rentrée chez elle et là non plus, on ne sait pas ce qui s'est passé. Par contre, on va pouvoir voir sur les caméras de surveillance qu'elle va ressortir un peu plus tard dans la soirée et à ce moment-là, elle s'est en fait rendue à l'hôpital Saint-Thomas dans le centre de Londres et sur place, elle va se faire soigner pour un doigt cassé et elle expliquera au médecin qu'elle s'était en fait cassé le doigt en fermant une porte. Elle va alors rester à l'hôpital quelques heures et puis finalement elle va rentrer chez elle dans la maison qu'elle partageait donc avec sa mère. Sa mère va d'ailleurs confier plus tard à la police que Gemma avait entreposé sa valise bleue dans le jardin et l'avait laissée là pendant 2 semaines. 2 semaines, je le rappelle, pendant lesquelles Deborah était donc portée disparue. Donc là, les enquêteurs, en voyant toutes ces images de vidéosurveillance, vont être d'autant plus convaincus que Gemma a quelque chose à voir dans la mort de Deborah. Après ça, ils vont alors analyser le téléphone de Deborah et essayer d'en ressortir le plus d'informations possible. C'est là qu'ils vont se rendre compte que son téléphone avait justement été éteint juste après que Gemma soit ressortie de son domicile avec sa lourde valise bleue. Donc ici, on peut imaginer que si Gemma s'en est effectivement prise à Deborah, elle l'aurait assassinée, mise dans la valise et aurait éteint son téléphone juste avant de ressortir de sa maison. Les enquêteurs vont aussi se rendre compte qu'après ça, pendant toute la période où Deborah était portée disparue, son téléphone a été rallumé 2 fois. Une première fois pour envoyer un message à David, son locataire, pour lui dire qu'elle se trouvait chez sa famille pendant 1 an. Et une seconde fois le 26 juin, c'est-à-dire la veille de la découverte de son corps. Si le téléphone a été ouvert, c'était cette fois pour louer une voiture qui était censée faire le chemin aller-retour de la ville de Willesden, donc là où Gemma habitait, jusqu'à la ville de Salcombe, là où le corps de Deborah a été retrouvé. Donc avec cette information, on peut clairement imaginer que c'était Gemma qui était en possession du téléphone et que c'est donc elle qui avait envoyé le message au locataire et qui avait commandé la voiture jusque Salcombe dans le but d'aller se débarrasser du corps de Deborah. D'ailleurs, les enquêteurs ont décidé d'essayer de trouver un peu plus d'éléments par rapport à ce voyage que Gemma aurait fait de chez elle jusqu'à Salcombe pour se débarrasser du corps. Ils vont alors découvrir que pendant ce voyage de 320 km, la voiture louée, qui était une Volvo, était tombée en panne au milieu du chemin et un des pneus de la voiture avait crevé, ce qui avait poussé Gemma à se rendre à une station-service afin d'appeler un réparateur. Quand elle va appeler ce réparateur, elle va lui dire 2 éléments importants. Elle va décliner son identité, donc elle va dire « je suis Gemma Mitchell » et elle va aussi dire qu'elle devait se rendre jusqu'à Salcombe. Évidemment, la police a interrogé le réparateur qui avait donc changé la roue de la voiture et il a décrit le comportement de Gemma comme étant assez confus. Il dira aussi que dans la voiture, il avait senti une odeur forte de moisi. Selon lui, il décrira l'odeur comme si quelqu'un avait dormi pendant des jours dans la voiture sans ouvrir les fenêtres, sans ouvrir la climatisation. C'était vraiment une odeur comme humaine, moisie, c'était une odeur qui faisait vraiment froid dans le dos. De plus, ce même réparateur dira avoir trouvé étrange le fait que Gemma lui ait demandé de ne pas mettre le pneu dans le coffre. Normalement, un réparateur, il répare la roue, il termine, il met une roue dans le coffre et il s'en va. Mais là, Gemma avait vraiment insisté, elle lui avait dit « n'ouvrez pas le coffre, mettez-le sur le siège arrière tout simplement ». Après avoir vu les vidéos de surveillance, avoir tracé le téléphone de Deborah, avoir parlé à tous ces témoins, les enquêteurs étaient d'autant plus sûrs que Gemma était derrière la mort de Deborah.
Le 6 juillet 2021, la police va alors se rendre au domicile de Gemma et vont l'arrêter et l'accuser du meurtre de Deborah. Selon les policiers, Gemma paraissait extrêmement choquée de se faire arrêter et prétendait ne pas en comprendre la raison. Lorsqu'elle a été interrogée, Gemma n'a pas arrêté de répéter « pas de commentaires » à chaque question des enquêteurs, mais bon, même sans le témoignage de Gemma, l'enquête a continué. Et d'ailleurs, la police ne va pas tarder à découvrir encore plus d'éléments à l'encontre de Gemma. En fouillant sa maison à elle et sa mère, les enquêteurs vont y retrouver des documents personnels et officiels appartenant à Deborah. Ce n'étaient évidemment que des documents financiers et en plus de ça, sur l'ordinateur de Gemma, les enquêteurs vont y découvrir un testament qui était censé être rédigé par Deborah mais qui avait été rédigé après sa mort. Sur ce testament, il y a été écrit que Deborah léguait 700 000 livres sterling à Gemma et sa mère. Et évidemment, on pense très clairement que c'est Gemma qui a écrit d'elle-même ce testament. Avec ça, on avait toutes les preuves pour accuser Gemma, on avait toutes les preuves matérielles la reliant à sa mort, mais avec ces documents financiers retrouvés chez elle, on avait aussi un mobile. Un procès a alors été fixé à la date du 26 septembre 2022. Mais bon, au final, il a été reporté au 11 octobre à cause d'une grève. À ce procès, Gemma a plaidé non coupable, ce qui n'était pas une surprise parce qu'elle se disait innocente depuis le début de sa détention. De plus, Gemma a refusé de témoigner pour sa défense, donc ce sont ses avocats qui ont plaidé en son nom pendant l'entièreté du procès. Son équipe de défense a alors affirmé qu'il n'y avait aucune preuve que le corps de Deborah se trouvait bel et bien dans la valise lorsque Gemma a quitté son domicile. En fait, ça n'a été qu'une supposition depuis le début, puisque à aucun moment des caméras ont réellement montré le corps de Deborah à l'intérieur de cette valise. Simplement, des experts ont pu voir que la valise paraissait plus lourde et donc on pouvait imaginer que Deborah se trouvait à l'intérieur. Mais comme je l'ai dit, ce n'était que des suppositions. Évidemment, la valise bleue de Deborah a été retrouvée et des traces de sang y ont d'ailleurs été photographiées. Mais malheureusement, il y avait un gros manque de relevés de preuves ADN dans l'entièreté de l'enquête, donc l'accusation ne pouvait pas se servir de ça pour accuser Gemma de quoi que ce soit. En gros, ce que la défense a dit, c'est vous ne pouvez pas prouver que le corps se trouvait bien dans cette valise et si le corps ne s'y trouvait pas, eh bien Gemma est innocente. Clairement ici, il faut se dire que si la police avait bien fait son travail et qu'il y avait eu des preuves ADN concrètes montrant que le corps de Deborah se trouvait à l'intérieur de cette valise, eh bien la défense n'aurait rien eu pour se défendre. Mais bon, malheureusement, il y a eu des vices de procédure. Évidemment, la défense va aussi apporter d'autres éléments en faveur de Gemma. Ils diront qu'effectivement, le domicile de Deborah avait été fouillé, mais que les enquêteurs avaient noté qu'aucune trace de lutte n'y avait été retrouvée. Donc, s'il n'y avait pas eu de traces de lutte à l'intérieur, sans doute que Gemma ne s'était pas attaquée à Deborah et donc sans doute qu'elle ne l'avait pas tuée. Par contre, oui, effectivement, il n'y avait pas de traces de lutte chez Deborah, mais rien ne prouvait que Gemma n'avait pas effacé ses traces derrière elle. Et puis finalement, la défense va soulever un dernier point. Ils vont alors expliquer clairement la façon dont Gemma s'était cassé le doigt. Ils vont alors contre-argumenter le fait que Gemma se serait cassée dans le contexte d'une lutte avec Deborah et ils rappelleront que c'était simplement en fermant une porte qu'elle s'était coincé le doigt et qu'il s'était cassé. La défense n'avait aucune preuve pour prouver que c'était effectivement la façon dont elle s'était cassé le doigt, mais l'accusation n'en avait aucune de leur côté non plus. Donc au final, la défense terminera son plaidoyer en disant que avec tout ce qu'ils avaient apporté, il n'y avait au final aucune preuve prouvant que Gemma avait tué Deborah. Il va aussi y avoir un énorme rebondissement dans le procès parce que l'accusation va dire peut-être qu'il n'y a aucune preuve, mais il y a un mobile. Gemma avait un mobile pour tuer Deborah, c'était un mobile financier. D'ailleurs, l'accusation rappellera que des documents financiers appartenant à Deborah avaient été retrouvés chez Gemma, donc c'était la preuve qu'elle comptait lui voler de l'argent. Mais là, la défense va venir démentir tout ça et là, accrochez-vous, parce qu'en fait, ils vont venir révéler qu'en fait, Gemma et sa mère n'avaient aucun problème financier. Ils montreront que sa propriété valait
4 millions de livres sterling et ils afficheront un extrait de compte montrant que Gemma avait en fait des économies personnelles d'une valeur de 93 000 livres sterling. Donc là, en voyant qu'en fait elle était assez riche, ce fut un véritable choc dans toute l'assemblée. Donc là, la défense va simplement abattre le mobile du crime et dira qu'en réalité, Gemma n'avait aucun problème financier, donc elle n'avait en réalité aucune raison d'en vouloir à Deborah ou de vouloir son argent. Il faut aussi savoir que tout au long du procès, Hilary Collard, la mère de Gemma, âgée de 67 ans, a insisté sur le fait que sa fille était innocente. Elle a d'ailleurs témoigné en disant que Deborah était déprimée et qu'elle avait sans doute mis fin à ses jours toute seule et que sa tête s'était détachée à cause de la décomposition de son corps. De plus, en sortant du tribunal, Hilary s'était confiée aux journalistes vis-à-vis de sa fille en disant « Elle m'a proposé d'aller à Salcombe avec elle. Si elle avait un cadavre dans le dos, elle ne m'aurait pas demandé de l'accompagner, n'est-ce pas ?» Donc là, il faut se rendre compte que la défense de Gemma était extrêmement bien construite et extrêmement bonne. Beaucoup vont d'ailleurs ensuite se demander si elle était bel et bien la coupable, mais bon, l'accusation de leur côté avait quand même énormément de preuves à son encontre. Ils avaient toutes les preuves vidéo, ils avaient tous les témoignages, ce qui évidemment avait convaincu une bonne partie des jurés de la culpabilité de Gemma. De plus, rappelez-vous que sur son blog d'ostéopathe, Gemma se vantait de ses compétences en dissection humaine. Eh bien, le juge dira que ses connaissances lui avaient sans doute été utiles pour couper la tête de sa victime. De plus, le juge dira que les éléments apportés par la défense n'aidaient au final pas la cause de Gemma, parce que si, effectivement, Gemma et sa mère n'avaient aucun problème financier, ça voulait dire qu'elle avait tué Deborah sans aucun mobile, simplement par sadisme. Néanmoins, le juge dira tout de même que si Gemma Mitchell avait tué son amie Deborah, c'était tout de même sans aucun doute parce que Deborah s'était rétractée vis-à-vis du fait qu'elle voulait lui donner 200 000 livres sterling pour faire les travaux de sa maison. Ce qui veut donc dire que si Gemma n'avait pas de problème d'argent de son côté, tout ce qu'elle faisait, c'était essayer de profiter de son amie. Le 21 octobre 2022, le jury a alors délibéré pendant 7 heures. Au final, ils ont annoncé qu'ils reconnaissaient Gemma Mitchell coupable du meurtre de Mi Quen Chang, donc Deborah. Après ça, Gemma a été condamnée par le juge à la prison à perpétuité avec une peine minimale de 34 ans de prison. C'est-à-dire qu'elle ne sera éligible à une libération conditionnelle qu'à partir du 10 juillet 2055. Donc autant vous dire qu'elle va passer quand même un long moment en prison. Voilà, c'est comme ça que se termine cette triste histoire. Ça reste mystérieux dans un sens parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui pourraient prouver que Gemma n'aurait pas commis le meurtre. Il y en a quand même vraiment énormément qui prouvent qu'elle a commis ce meurtre et moi je pense réellement qu'elle est bel et bien coupable, mais il reste toute une partie de la population anglaise qui pense qu'elle est innocente. Parmi ces gens, il y a évidemment sa mère qui dira avoir vécu avec elle, qui dira n'avoir rien vu d'anormal et que la valise contenant soi-disant le corps était restée dans leur cour extérieure, qu'elle passait à côté tous les jours, qu'il n'y avait pas d'odeur bizarre et que sa fille n'avait même pas essayé de la cacher. Personnellement, je pense sincèrement que Gemma a essayé d'avoir plus d'argent grâce à son ami, entre guillemets, qui voulait lui prêter 200 000 livres sterling, ce qui est énorme, et que le fait qu'elle se rétracte l'a énormément énervée, et pour ça, elle a donc décidé de la tuer. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de toute cette histoire, à me donner votre avis. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne, et sinon, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!